Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Je suis heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée et bon appétit si vous vous mettez d'ores et déjà à table, mais vous avez évidemment le temps de suivre notre actualité. Une actualité d'abord sociale avec la suspension de la grève au SIAG, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de Guadeloupe. Un protocole est intervenu hier soir au terme de cette réunion initiée par la préfecture et rassemblant toutes les parties prenantes de la gestion de l'eau en Guadeloupe, la région, le département, les communautés d'agglomération, le SIAG bien sûr ou encore l'intersyndicale à l'origine de cette grève. Tout d'abord sur la résolution du conflit lui-même, des engagements ont été pris pour garantir le maintien des avantages sociaux de ces salariés passés de la Générale des Eaux au SIAG, les précisions de Jacques Damprobe. Au bout de 10 heures de discussion entrecoupées de suspension de séance, 2 protocoles ont été signés. Le premier porte sur la suspension du conflit concernant les salariés de la Générale des Eaux transférés au SIAG. Les 3 syndicats, l'UTC, UGTG, la CGT et l'UNSA ont signé. Comme il le réclamait, le personnel conservera donc les droits acquis auprès de son ancien employeur. Pour respecter les termes de l'accord, une série de garanties ont été données pour permettre au syndicat intercommunal de l'eau de disposer des moyens financiers nécessaires. Par exemple, les communautés d'agglomération qui lui sont redevables régleront leurs dettes et puis le département, la région et l'État mettront la main au pot en versant des subventions. Pour sa part, et ce n'est pas gagné d'avance, le SIAG devra recouvrer les factures impayées. Globalement, le protocole d'accord signé ce 7 juin en préfecture ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du 21 décembre 2014, lequel n'avait pas été respecté. Autre volet de cette grande réunion, la réflexion bien sûr sur la gouvernance de l'eau en Guadeloupe. Une fois encore, la majorité des élus s'est exprimée pour la constitution d'un syndicat dit mixte, ouvert, mais ils sont d'ores et déjà 2 à faire bande à part. Lucette Michaud-Chevry, la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, ça on le savait depuis un certain temps, mais elle est rejointe aujourd'hui par Éric Jalton, le président de Cap Excellence, et tous 2 annoncent travailler à une structure rassemblant leurs 2 communautés. Précision toujours de Jacques Damprobe. Le syndicat unique Mornay revoilà le syndicat mixte ouvert de l'eau. La réunion imposée par le préfet pour régler le conflit au SIAG a permis de conforter l'idée. Région, département, communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, du Nord Grande-Terre et de la Riviera du Levant, ainsi que le SIAG vont s'atteler à la tâche. Mais 2 communautés d'agglo marquent à l'appel, le Sud Basse-Terre et Cap Excellence. En conflit ouvert avec le SIAG et l'État, Lucette Michaud-Chevry a toujours manifesté son opposition à un syndicat unique de l'eau qui serait à la fois chargé de l'assainissement, de la production et de la distribution. Cap Excellence fait également bande à part et opère un rapprochement avec la CASBT. Je pense qu'on a déjà répété ce processus avec un échec à chaque fois. Afficher à chaque fois des échecs sur ce dossier au niveau de l'opinion publique ne paraît pas une bonne chose. J'ai proposé pour ma part, suite au dernier échec qu'il y avait eu à la Cité des Métiers, que nous puissions aller de 7 syndicats sur l'eau à 3, simplifiés. Marie-Grande veut rester de son côté tout seul pour les gens qui lui appartiennent. Certains veulent travailler avec le SIAG, le Nord et le Sud de Grande-Terre. Et nous-mêmes, le Nord et le Sud Basse-Terre, sont prêts à travailler ensemble. La gestion de l'eau en Guadeloupe cache des enjeux politiques et des intérêts financiers importants. Le futur marché de la réhabilitation et du changement des canalisations sera l'un des épisodes de cet interminable feuilleton. Autre chose, mais toujours sur le théâtre social, la grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau qui se poursuit dans un véritable show caché entre le maire Joël Beaugendre et le syndicat UTC-UGTG. Une nouvelle réunion de négociation prévue hier a une nouvelle fois échoué après quelques échanges plutôt piquants entre les 2 parties via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le syndicat a choisi de faire une véritable démonstration à la fois de force mais de bonne volonté en ouvrant lui-même les services municipaux jusque-là paralysés, les services d'état civil ou encore les services généraux de la municipalité.
À Pointe-à-Pitre, en revanche, le maire et le syndicat SPC La Pointe se sont rencontrés hier et selon la municipalité, ce dialogue ouvert a d'ores et déjà porté des fruits puisque quelques points des revendications du syndicat ont fait l'objet d'accords. La grève n'est cependant pour autant pas terminée. Nouvelle mobilisation et nouvelle conférence de presse des organisations soutenant le lycéen Marvin avant le prononcé du verdict de la Cour d'appel de Basse-Terre qui doit statuer sur la poursuite de l'affaire. Marvin, c'est ce lycéen de Faustin-Fleurette à Morne-à-l'Eau qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour apologie du terrorisme après des propos tenus en classe après les attentats de Paris en novembre dernier. On écoute Raphaël Cessé du journal Rebelle et Marie-Agnès Castro du syndicat CGTG qui considèrent que ces poursuites et ce procès sont abusifs. Ils sont interrogés par Éric Pommier. C'est inadmissible qu'on en arrive là, qu'un jeune puisse donner son avis ou débattre dans une classe et qu'après ça se transforme en 35 heures de garde à vue, en multiples convocations devant le tribunal. Et donc nous disons qu'il faut que cette mascarade cesse, d'autant plus que durant l'audience, alors à la fois au mépris des règles de la justice, le juge a décidé qu'il n'était pas obligé de rendre l'audience publique le 26 mai dernier à la Cour d'appel de Basse-Terre et a fait sortir le public. Mais on comprend bien ce qui est inadmissible, parce que tout procès doit être public, mais on comprend bien pourquoi il l'a fait, parce que ensuite, la procureure a avoué à Marvin qu'il n'avait commis aucune faute, mais que la procédure était enclenchée. Donc c'est inadmissible, c'est vraiment de la persécution contre ce jeune. Ils savent très bien que Marvin n'a rien à se reprocher, mais ils continuent et ils refusent de reculer. Donc c'est pour ça que nous appelons la population à venir demain à 9h devant le tribunal de Basse-Terre, où Marvin est encore une fois convoqué pour la suite de cette affaire, pour exiger l'arrêt de cette mascarade. Donc nous disons qu'à la CGTG, nous ne pouvons admettre que des jeunes soient inquiétés pour des faits aussi futiles, alors qu'on inquiète la jeunesse, on dit que notre jeunesse a certains errements. Donc il faut laisser ce jeune, permettre à ce jeune de faire ses examens dans les meilleures conditions et donc arrêter cet acharnement judiciaire contre ce jeune, c'est totalement abusif. L'ARS, l'Agence régionale de santé, poursuit sa campagne de prévention contre le Zika, une campagne menée à grand renfort médiatique, il faut le souligner, élimination des gîtes larvaires un peu partout sur le territoire, mais surtout sensibilisation de la population aux mesures qu'elle peut elle-même entreprendre. Hier, cette campagne était conduite dans la commune de Goyave, le reportage de Johan Charpentier-Titi. Depuis le passage en phase épidémiologique de la Guadeloupe concernant le Zika, l'Agence régionale de santé n'intervient plus de la même façon. Plus question aujourd'hui de traiter systématiquement les foyers infectés, la tâche serait bien trop lourde. C'est clair qu'à plus de 1500 cas semaine, nous ne pourrons, en tout cas nous ne sommes pas en capacité de mettre un agent derrière chaque Guadeloupéen ou chaque malade. Donc nous avons dû arrêter, nous le faisions jusqu'à il y a quelques jours. Nous avons dû arrêter et nous priorisons différemment. C'est donc par la prévention que l'ARS entend endiguer l'épidémie. En tout, c'est une 50aine d'agents qui passent dans les communes quotidiennement. Le porte-à-porte, c'est environ une vingtaine, entre 20 et 30 maisons pour 2 agents par jour. Donc vous voyez, c'est une progression qui est progressive, mais qui nous permet en tout cas de relever des données entomologiques, de pouvoir comptabiliser, pointer du doigt des points sombres dans les quartiers, des véhicules hors d'usage, des canaux qui ne fonctionnent pas, et puis des maisons dans lesquelles il y a de réels problèmes de gîtes larvaires. Dans la majorité des cas, les équipes de l'ARS se trouvent face à des gîtes que les particuliers pourraient éliminer eux-mêmes, d'où l'importance de la prévention. 90% des gîtes que nous retrouvons positifs en larves d'Aedes aegypti sont pour l'essentiel des vases à fleurs, des coupelles de pots à fleurs, des fûts qui ne sont pas protégés et des petits récipients dans lesquels on stocke l'eau. Et c'est vraiment pour bien faire comprendre que sur ça, nous avons une action individuelle, personnelle à mener. À chaque virus répandu par les moustiques, notamment l'Aedes aegypti, les mêmes conseils afin d'éviter la prolifération des larves sont donnés. De l'aveu même de l'Agence régionale de santé, c'est sur la durée que l'effort peine à être porté.
Nous en venons maintenant à notre traditionnel tour d'horizon de notre grande région de la Caraïbe. Dans l'actualité de notre grande région, tout d'abord Haïti avec ce nouveau coup de théâtre. L'annulation purement et simplement du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue en octobre 2015 et on annonce un nouveau scrutin pour octobre prochain. Le premier tour de la présidentielle haïtienne a été annulé et un nouveau scrutin se tiendra début octobre, a annoncé le président du Conseil électoral provisoire, le CEP, Léopold Berlanger. Il précise que les 2 tours de la présidentielle en Haïti auront lieu le 9 octobre prochain et le 8 janvier 2017. En prenant cette décision, le CEP a suivi les conclusions du rapport de la commission de vérification électorale qui avait recommandé, après 1 mois de travail sur les documents électoraux, l'annulation du premier tour du scrutin présidentiel, tenu le 25 octobre 2015, en raison de fraude. Les résultats du premier tour avaient été largement contestés par l'opposition, qui avait condamné un coup d'État électoral au profit de l'ancien président Michel Martelly, en expliquant qu'il était notamment impossible de retracer l'origine de 40% des votes. La commission a confirmé les accusations de fraude formulées par l'opposition et les principales organisations de la société civile. Hillary Clinton a remporté la primaire démocrate de l'île de Porto Rico, se rapprochant de la majorité requise de délégués pour l'investiture présidentielle. L'ancienne secrétaire d'État a été déclarée gagnante par les chaînes CNN et NBC plus de 6 heures après la fermeture des bureaux de vote dans l'île américaine qui participent aux primaires mais pas à l'élection présidentielle. À 68 ans, la démocrate pourrait dépasser mardi la majorité de 2383 délégués lui garantissant l'investiture et devenir la première femme investie pour l'élection présidentielle par l'un des 2 grands partis américains. Mais Bernie Sanders conteste le calcul et argue que les superdélégués, des responsables et élus du parti, ne doivent pas être inclus dans le décompte, car leurs voix ne seront officielles que lors du vote formel de la Convention démocrate d'investiture de Philadelphie du 25 au 28 juillet. Selon lui, Hillary Clinton n'aura pas la majorité absolue. N'en déplaise aux fans, l'Américain Stephen Curry, meilleur joueur NBA des 2 dernières saisons, a annoncé qu'il ne participerait pas aux Jeux Olympiques de Rio en août afin de soigner son genou droit blessé. Dans un communiqué, la star des Golden State Warriors, âgé de 28 ans, a expliqué qu'après de longues discussions avec sa famille et ses agents, il a décidé de retirer son nom de la liste des joueurs éligibles à la liste préliminaire du Team USA. Il ajoute qu'en raison de plusieurs événements, y compris ses récentes blessures à une cheville et un genou, il a pris la meilleure décision à ce stade de sa carrière. Il souhaite permettre à son corps de se régénérer et d'être prêt pour la saison 2016-2017. La liste des 12 joueurs retenus pour Rio devrait être rendue publique par USA Basket fin juin. Les États-Unis, grands favoris pour conserver le titre olympique conquis en 2008 et conservé en 2012, étaient déjà privés d'Anthony Davis, Chris Paul, Derrick Rose et Blake Griffin, blessés ou convalescents. Eh bien, après le basket, on prend un ballon un peu plus petit pour parler de football avec tout d'abord le tournoi UFC. Hier, la Martinique a tout simplement étrillé la Dominique et Aroso, s'il vous plaît, 4-0. Les Martiniquais sont évidemment qualifiés pour le tour suivant. Ce n'est pas encore le cas de la Guadeloupe qui doit figurer parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Et pour l'instant, si l'on regarde les résultats, ce n'est pas vraiment le cas. La Copa América maintenant, bien la Colombie est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire 2-1 face au Paraguay. Dans le même groupe A, les États-Unis ont écrasé le Costa Rica, pourtant révélation de la dernière Coupe du Monde, 4-0 pour les USA. Et puis demain, nous suivrons très particulièrement une rencontre dans le groupe B, celle qui opposera le Brésil à Haïti. La ville des Abîmes démarre aujourd'hui ses journées éco-citoyennes, des journées qui s'inscrivent dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. La ville des Abîmes se veut en effet éco-responsable et pour cela, elle appelle ses administrés à avoir des gestes et des actes en ce sens. Le reportage de Johan Charpentier-Titi. Première étape pour les journées de l'éco-citoyenneté au Palais Royal des Abîmes. 500 enfants des écoles primaires de la commune réunis autour de Tintin le Jaune.
Des ateliers sur la sécurité à vélo pour les plus jeunes et une randonnée cycliste de 22 km 500 pour les élèves du CE2 ou CM2. Presque une formalité, à en croire l'ex-champion cycliste. Ils ont l'habitude, ils viennent de terminer le petit tour-UCEP. Et je crois qu'ils sont en forme puisque c'est une préparation pour la fête du vélo. Aujourd'hui, ils sont là. Et comme ce n'est pas une course, hein, c'est une randonnée, les enfants, de toute manière, tous ceux qui ne peuvent pas peut-être rouler à fond, on les aide à terminer leur parcours. Habitués, certes, mais tout de même. La dernière sortie qu'on avait fait, c'était 26 km, je pense. 26. C'est pas trop dur Oui, un peu. Bien, Dans les montées. Le parrain de l'événement, M. Hector Pouclé. C'est que quand ça monte, ça bienvenue aux redescend écoles, pas. bienvenue aux jeunes, bienvenue aux enseignants, Ça aux montait encadrants. et c'était appelé après. Bienvenue. Voilà. Pour les élèves du CP et CE1, tout se passe au Palais Royal. Quiz pour certains. Comment ça s'appelle ça? Nakamura. Non, cette pièce-là, elle s'appelle comment? Cette grande pièce-là. C'est un grand triangle, mais en fer. Oui? Très bien. Est-ce que vous avez le droit de partir sur la route avec votre vélo sans casque? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Ou parcours d'obstacles pour d'autres. Et je vais vous aider au début. Alors le pneu, c'est juste le départ. Et quand tu feras le tour après la bascule, on va continuer derrière le pneu noir, passer derrière le pneu. Ensuite, il y a des lattes, il faut passer entre. Et puis un slalom. Et on repart au point de départ. D'accord? Ça fait tout un circuit. Prends la vitesse, passer la bascule. Et hop, bravo! L'objectif est de familiariser les enfants avec la sécurité routière tout en améliorant le contrôle de leur vélo et pourquoi pas susciter des vocations. C'est une manière pour bien accompagner les jeunes et pour dire qu'on doit quand même assurer la relève puisque vous savez, nous avons fait. Mais il y a l'histoire, il y a l'avenir. C'est l'avenir, ce sont des enfants. Qu'on puisse peut-être, parmi les 500, on va trouver peut-être une centaine qui va peut-être déboucher sur un sport qu'ils vont choisir. Fête du vélo pour la fête du vélo, voici le créneau de cette première journée de l'éco-citoyenneté. Et bien sûr, cela commence par les tout-petits. Le temps qu'il fera sur notre archipel cet après-midi, du beau temps tout simplement. Comme vous le voyez sur cette carte, le soleil rayonne un peu partout. Les températures seront comprises entre 29 et 31 degrés s'il vous plaît. Mais la brume de sable continue de nous polluer l'air, si vous me permettez cette expression. Voilà qui met un terme à notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve pour notre journal du soir à 19 h. Excellente journée et encore une fois, bon appétit si vous êtes encore à table.